Bonus. Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Cet épisode 6 de la saison 3 de Picard est sans doute un pic en termes de fanservice, mais est-ce que autant de fanservice dans un épisode rend vraiment service à une série ? C'est la question sur laquelle on va se pencher durant l'heure qui vient. Engage. Geordi! Such pathetic old warriors. I too was once irrational, violent. Is anybody you know still the person you knew? This is life or death. It's always life or death, Jean-Luc. When has it not been? Working. Alors bien sûr, pour en parler, je ne serai pas tout seul, je suis avec un équipage d'élite comme d'habitude avec notre expert Romain Nigita. Salut Romain. Bonjour tout le monde. Notre capitaine au cerveau positronique Manu. Salut tout le monde, content de vous retrouver encore. Ouais, pareil. Et la lieutenant Clara qui nous revient. Salut Clara. Salut, longue vie et prospérité à tous. Tout pareil. Alors, avant de commencer, je vais lire quelques messages subspatiaux par rapport au podcast de la semaine dernière, donc parce que vous avez été nombreux, par exemple, à nous dire que le personnage de Goldorak dont parlait Marina il y a 2 semaines était Minos, le chef suprême du clan de la Lune Noire. Et sinon, suite à l'épisode de la semaine dernière, on a continué le podcast par écrit avec Hugo, et ça c'était dans les commentaires sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr, et du coup, on vous invite à nous rejoindre pour commenter et débattre avec nous par écrit là-bas si vous le souhaitez. En tout cas, sur Twitter, il y a Yasmine qui nous disait à propos des théories émises la semaine dernière, elle nous dit donc « J'ai pensé aux Pagrace assez tôt, mais si c'est eux, je trouve ça un peu dommage qu'ils fusionnent les 2 méchants de Deep Space Nine, parce que j'avais toujours trouvé ça cool que dans Deep Space Nine, ils arrivent à gérer les 2 grands arcs de grands méchants de manière parallèle, donc le Pagrace d'un côté et le Dominion de l'autre. Alors c'est marrant parce que moi, de mon côté, j'ai toujours trouvé que c'était un défaut, qu'il n'y ait pas eu justement à un moment donné quelque chose qui converge, et que c'est ce qui fait partie de un peu ma déception du final de Deep Space Nine, mais ça c'est un autre sujet. Et sinon on a Elliot Mini qui nous dit sur Twitter toujours en rapport avec l'épisode de la semaine dernière, il dit je comprends vos inquiétudes quant au possible retour au travers des premières saisons avec l'histoire qui semble peiner à avancer, la mystery box qui commence à pédaler dans la smoule, etc. Mais je suis toujours confiant dans le fait que Matalas cherche à ouvrir ses mystery box le plus vite possible. On n'aurait pas eu la dernière scène dans cet épisode sans ça, où Jack Crusher se retourne vers sa mère et avoue direct, donc oui effectivement. Et même si ça se finit sur un cliffhanger un peu relou, on sait dès à présent que l'abcès est percé et qu'on va parler du cas Crusher dès le début du prochain épisode, effectivement. Et du coup, je n'ai pas du tout cette impression d'être revenu au même mode d'écriture des précédentes saisons. Je suis assez d'accord avec ça, et du coup, qu'est-ce que vous en pensez vous-même ? Tiens, toi Clara, qu'est-ce que t'as pensé des premiers épisodes, et notamment du dernier ? Je crois que je l'ai dit un peu sur Twitter, mais à chaque épisode, j'étais joyeuse. Ça fait vraiment du bien. Après, encore une fois, je sais pas trop ce que ça fait si on n'a pas vu les autres séries de Star Trek. Mais en tout cas, en tant que personne qui a regardé TNG, DS9 et Voyager, et qui est vraiment une grosse fan de DS9, j'ai adoré les 4 premiers épisodes. Le 5e, j'ai trouvé... j'étais un peu mitigée. Je trouve qu'il y avait des bonnes choses. J'étais contente de revoir Ro, mais je sais pas si c'est un truc que j'ai dit un peu sur Twitter aussi. C'est que ce que j'aime bien dans Star Trek, c'est le côté un peu post-apocalyptique, le côté un peu lumineux et l'idée qu'un meilleur futur est possible. Et j'ai un peu du mal avec cette idée de redétruire un peu la Fédération à nouveau, alors qu'on l'a déjà fait un peu dans Discovery. À part ça, je trouve qu'effectivement, je suis heureuse d'avoir enfin une série Star Trek. Ouais, non, c'est pas vrai parce que apparemment c'est le cas de Strange New World. Mais en tout cas, ça fait du bien d'effectivement arrêter avec les mystery box. C'est chiant en fait. Je suis plutôt vraiment contente de ce début de cette moitié de saison d'ailleurs, jusqu'à maintenant. Et j'ai envie de dire, tout est pardonné. J'ai oublié la saison 1, j'ai oublié la saison 2, c'est pas grave. Cette saison me donne, si ce n'est tout ce que je veux, en tout cas, tout ce dont j'avais besoin. D'accord, et du coup, toi Manu, par rapport à l'épisode 5, est-ce que tu trouves, toi, qu'on est revenu au même mode d'écriture des précédentes saisons ? Non, moi je continue d'être enthousiaste semaine après semaine. Moi aussi j'ai le sourire sur les lèvres et c'est le premier truc que je
je regarde en me levant le jeudi matin. Mais non, je trouve que en fait, je pense qu'on le point de vue un petit peu plus objectif, on l'a avec Marie-Paul sur notre Discord quand elle n'est pas au micro, c'est que elle voit plus facilement les facilités d'écriture ou scénaristique parce qu'elle n'a pas l'enrobage nostalgique qui va avec. Mais en l'occurrence, je trouve que l'enrobage nostalgique est particulièrement fameux cette année, que Matalas, je pense, il s'est pas mal concentré là-dessus et qu'il arrive à quelque chose qui est plutôt pas mal, quoi. Je vous dis pas ma réaction quand j'ai vu Raw la semaine dernière, j'ai pété un plomb. J'ai pas été tout seul là-dessus. Mais non, je pense pas. Les longueurs, déjà, on les a pas en fait. Et ça, c'est pour moi le plus gros défaut des saisons 1 et 2, c'est d'avoir le matériel de faire 4 épisodes et d'en faire 12 à chaque fois. Et ben là, je le ressens pas. Là, j'ai l'impression qu'on en aura pas assez. Ouais, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, c'est vrai que on a quand même eu un petit flottement quand même la semaine dernière où on avait des longueurs dans le sens où il y avait des choses qui se répétaient quand même. Mais c'est vrai que c'est rien du tout. C'est sans commune mesure avec ce qu'on avait déjà vécu précédemment. Et toi, Romain, toi d'ailleurs, quand même, on va quand même donner l'info que tu avais vu les 6 premiers épisodes il y a longtemps et que tu nous as rien lâché comme spoiler quand même. J'avais en effet tout vu d'un coup, comme pas mal de journalistes à travers le monde, dans le cadre de mon boulot. Évidemment, j'ai jamais rien voulu vous lâcher. J'ai même insisté. Après, on t'a pas harcelé, je crois. Non, franchement, vous m'avez pas harcelé. Mais au contraire, j'ai même essayé de vous envoyer sur des fausses pistes par moment. Ça, on s'en souvient. Je sais que voilà, quand Guigui, dès le premier épisode, disait non mais c'est bon, le supérieur de Raffi, c'est Worf, j'ai reconnu sa manière d'écrire. J'étais vraiment sur le cul parce que moi j'avais pas du tout imaginé ça et il avait raison. Mais du coup j'ai essayé de lui dire non mais c'est peut-être un ordinateur, une intelligence artificielle ou quoi. Pareil sur là on n'est pas encore dans un spoiler, mais il y a un truc à la fin de l'épisode 6 qui fait que tout ça est relié aux 2 premières saisons de Picard. Et moi en effet c'est ce qui me saoulait jusqu'à présent avec Picard, c'est qu'on a l'impression qu'on oubliait à chaque fois la saison précédente. Et là aussi, j'ai râlé pour ça quand on a fait le podcast du premier épisode, alors qu'en fait, je savais que, non, au 6e, il y aurait un énorme truc qui relierait tout ça, et c'est en ça que je trouve l'écriture de cette saison par Matalas vraiment intelligente. C'est que non seulement, en effet, il nous fait la saison 8 de Nouvelle Génération, c'est toujours dit depuis le début, donc en effet, si on n'a pas vu Nouvelle Génération, l'intérêt est moindre, mais il nous fait surtout la véritable saison 3 de Picard. Il nous fait vraiment la conclusion de la série Picard en tant que telle. Il a intégré l'évolution qui a été donnée à ce personnage là par d'autres scénaristes que lui, donc dans la saison 1 et la 2 sur laquelle il a tout un petit peu bossé. Donc je trouve que sa manière de tout intégrer, le bon et le moins bon de la franchise est très réussie. Et vraiment sur cet épisode là, c'est à nouveau une belle réussite et je suis maintenant très très impatient de voir les 4 suivants que je n'ai pas encore vus. Là c'est pas du tout du bullshit, je les ai pas vus, mais je suis un peu de la même avis que Manu. Finalement il se passe tellement de trucs, il n'y a pas de longueur qu'on se dit que les 4 suivants ça va pas suffire pour tout conclure. Alors soit ça va être bourre à craquer de choses et on sera super frustré parce qu'on aurait voulu plus, soit la fin va être décevante parce que voilà on est déjà quasiment aux 2 tiers de la saison, mais en tout cas je suis vraiment très impatient de voir ça. Je vais faire mon Guigui optimiste, ça se trouve ça va finir sur une annonce de film. Non là j'y crois pas trop, donc quand même j'irai pas aussi loin, mais de spin-off ouais. Ah ouais. Matalas retweet pas mal de gens qui demandent le spin-off Titan. Ah oui, là, c'est clair et net. Next Generation. Je me demandais justement si ça allait pas finir sur The Titan. Tu sais, un message marqué The Titans will return. Ah bah il le garde à mon avis sous le coude. Je pense qu'il risque de le dégainer si jamais effectivement... et puis le capitaine, les gens commencent à l'aimer. Ouais, Shaw, il est excellent. Tout le monde commence à le kiffer. D'ailleurs, big up à l'équipe de Strange New Pod, donc nos amis podcasteurs américains qui justement sont en train d'interviewer cette semaine dans leur podcast l'acteur qui interprète le capitaine Shaw, qui a l'air d'être quelqu'un de très sympathique. Mais en tout cas oui, t'as raison Romain dans ce que tu dis par rapport au fait qu'il intègre des choses bonnes ou moins bonnes des précédentes saisons et qu'il le fait plutôt avec brio. C'est ce que je disais par rapport au personnage de Raffi, où je trouve justement la trajectoire du personnage conforme à ce que nous avait présenté du personnage et qui avait été plutôt oublié en saison 2. Donc effectivement, il rattrape un peu toutes les choses aux branches pour essayer de donner quelque chose de cohérent, et là il le prouve effectivement manifestement avec cet épisode dont on va parler tout de suite après en zone spoiler. Mais avant ça quand même, qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode en tant que tel sans spoiler? Ouais, j'ai adoré encore. Genre en plus, la fin de l'épisode 5 et le fait que cette fausse mystery box qui est Jack Crusher, ça soit encore une fois résolu de façon assez bonne en fait, et que le fameux syndrome, je sais plus si on en avait parlé en podcast, il me semble que si, mais que
tout coule de sens malgré le fait que ça va pas du tout dans les directions forcément qu'on attendait. Enfin, pas forcément dans ces directions-là. Je trouve que ça marche encore bien et puis c'est un gros épisode par rapport à ce qui se passe dedans. Il y a un niveau d'easter eggs qui est dit à l'épisode de Lower Decks sans que ça soit ridicule et ça, je trouve ça incroyable. Et ouais, enfin là... Je vais pas les spoiler, mais il se passe quand même quelques trucs. Et moi, j'ai rien trouvé ridicule à part la fameuse... On y reviendra tout à l'heure, mais je suis assez d'accord avec Marie-Paul sur le fait que c'est un peu fainéant, la fameuse arme qu'ils ont dérobée. Et toi, Romain ? Cet épisode, c'est clairement The Fan Service épisode, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on a clairement des références dans tous les sens. Il y a des trucs, il faut faire arrêt sur image et des zooms pour lire certains écrans parce qu'il y a des trucs qui sont absolument déments. Mais aussi fan service dans le sens où on a le retour de personnages qu'on attendait et qui sont super bien écrits. Certes, il n'y a peut-être pas forcément de surprise, mais dans leur évolution, ils sont absolument formidables. Donc, pour ce qui est de cet aspect-là, l'aspect nostalgique pour nous qui avons vu Nouvelle Génération, je trouve que cet épisode est vraiment formidable. Mais voilà, cette petite crainte que j'exprimais déjà en début de saison, c'est est-ce que c'est pas cet épisode-là qui va vraiment faire décrocher les gens qui n'ont pas vu Nouvelle Génération ? Pas impossible par contre ça. Je ne peux pas me prononcer là-dessus, parce que évidemment j'ai vu Nouvelle Génération. Mais voilà, c'est juste cette petite crainte par rapport à la saison. Mais sinon, du tout bon. Et puis voilà, une énorme révélation en fin d'épisode. Moi qui m'a pas déçu, parce que déjà je l'ai pas du tout vu venir, et je suis très intrigué de savoir à quoi servira l'élément dont on parle. Donc encore une fois, c'est un peu le débat qu'on avait eu entre nous avant. Tout revient à Picard. Bah ouais, mais la série s'appelle Star Trek Picard. c'est vrai. Et toi, Clara ? Il y a un film indien, Kavikushi Gabigam, qui commence par un titre, ça commence par écrit en gros It's all about loving your parents. Et je crois que cet épisode, il pourrait commencer par It's all about loving your kids. Vraiment, c'est un épisode qui est centré sur l'amour pour ses enfants, enfin, de manière générale, le début de la série. Et j'ai eu un rapport très compliqué à mon père que j'ai perdu il y a 1 an et demi maintenant, donc c'est un épisode qui me parle beaucoup. Que ce soit du rapport difficile aux parents et aussi surtout la question de savoir de ce qu'on hérite de ses parents ou de ce qu'on donne à ses enfants. Enfin, je trouve que c'est quelque chose qui est super intéressant et que je trouve intéressant de voir à travers plusieurs personnages et pas uniquement Picard, parce qu'on voit à travers je vais pas dire le nom des personnages, voilà. Mais donc ça c'est un thème qui me plaît, et d'un point de vue de personnes qui adorent Star Trek, ouais, je suis d'accord. Enfin, il y a des moments, il y a 2-3 notes de musique et tout d'un coup j'ai le cœur qui bat la chamade. Il y a 2-3 moments de dialogue, en particulier un avec Seven qui me fait, mais pareil encore une fois, qui me fait plein d'émotions. Moi j'adore dans Star Trek, ce qui me plaît le plus, c'est justement le fait que ce soit des séries, ce qui n'est pas trop le cas de Picard, mais en tout cas les séries des années 80, ce sont des séries d'équipe. Et là il y a 2-3 interactions qui, pareil encore une fois, mais enfin voilà, je suis sur je vois les défauts, je vois les facilités d'écriture, mais je m'en moque un peu parce que ça me donne tous les bonbons que j'ai envie de voir. Je revois des personnages que j'avais envie de voir, que j'avais envie d'avoir plus de temps d'écran, et ouais, non, c'est pas mon épisode préféré, mais je suis quand même très très contente de cet épisode, malgré effectivement peut-être quelques défauts d'écriture. Ouais, c'est des bonnes member berries ce coup-ci. Et, moi, cet épisode, il m'a fait penser à Steven Moffat en fait. Pour une raison simple, c'est que... Attention, parce que ça peut être aussi négatif que positif. Je sais, mais dans le cadre, dans ce que je vais dire, je pense que ça va être plutôt positif, ou en tout cas neutre. C'est simplement le fait que Terry Matalas, comme Steven Moffat à l'époque, qui était fan de Doctor Who étant enfant, qu'il avait suivi la première série, etc., et que du coup, il est clair et net que dans son run, il a injecté des idées qu'il a dû maturer depuis des décennies dans sa tête, et qu'il les a couchées sur papier pour en faire justement les saisons qu'on connaît. Je pense que Terry Matalas, il a été un peu dans le même cas de figure, c'est-à-dire que pendant 20 ans, il a dû s'imaginer qu'est-ce que ce serait la suite de la Nouvelle Génération, et que du coup et là maintenant il le fait en vrai, et ça se sent. Moi je pense que ça se sent, il y a des choses, des éléments qu'il a dû penser depuis longtemps, et je trouve que c'est ça qui fait peut-être la sincérité de cette saison et sa réussite. Et du coup voilà, moi je trouve que effectivement cet épisode, j'ai jamais vu autant de fanservice de ma vie, je crois, en si peu de temps. Hors parodie, effectivement, hors Lower Decks par exemple. Mais oui, ça, malgré les défauts d'écriture qu'il peut y avoir, parce qu'il y en a quand même, on va pas se le cacher, mais quand même, putain, moi j'ai cru que j'allais exploser de bonheur, quoi. Il y avait tellement de trucs qui faisaient plaisir.
je veux dire, voilà, bon là maintenant, et en plus de ça, souvenez-vous que dans les saisons précédentes, arrivé à l'épisode 6, on savait que ça allait merder. À ce niveau de la saison, on savait que ça commençait vraiment en gros, ça commence toujours à merder à partir de l'épisode 4-5, et au 6e, on est convaincu que voilà, c'est bon, ça va aller dans le mur, quoi. Là, pour le moment, on est plutôt confiant, et donc j'espère qu'effectivement, les 4 derniers épisodes, ils vont être tout aussi réussis. Et du coup, on va passer directement dans la zone spoiler. Red alert! A flat. Are you trying to play a song for us? Some sort of a tune? Yes. Yes, a maddening melody. A saccharine song. One that I cannot get out of my head. How did you know it would work? I shared that tune decades ago with another dear friend. One who dreamt of crows and aspired to thwart Moriarty with the intellect of Holmes. Somebody who couldn't whistle worth a damn. Alors donc l'épisode 6 qui s'intitule Bounty en VO et Chasseur de primes étrangement en VF parce que c'est en fait gros contresens. Oui, c'est un peu bizarre mais bon, c'est comme ça. They missed the point. Ouais, c'est parce que Bounty, c'est la prime de chasseur de primes, Bounty Hunter en anglais, mais ça n'a aucun sens. Mais là, du coup, effectivement, là, je fais mon Mehdi des podcasts X-Files, c'est que là, effectivement, Bounty, c'est en rapport au vaisseau Klingon qui est utilisé dans l'épisode, qui est en rapport, lui, au film Star Trek 3 et 4. Ah, moi, je crois que c'était la barre au chocolat et à la noix de coco. Avec de la noix de coco dedans, non, c'était pas ça. Donc, l'épisode a été écrit par Christopher Moffett et encore réalisé par Dan Liu, comme la semaine dernière, et donc, moi, je trouve que la réalisation était plutôt solide. Donc cet épisode va nous montrer Worf, Riker et Raffi qui doivent s'introduire dans la station Daystrom qui est top secrète sur l'intelligence artificielle entre autres de Starfleet pour faire éclater au grand jour un complot visant à anéantir la Fédération, ça vous le savez évidemment. Et pour ça, Picard doit faire appel au seul être pouvant encore l'aider dans tout l'univers. Il s'agit de l'ancien ingénieur en chef de l'Enterprise, Geordi Laforge. L'épisode, il commence quand même d'une manière plutôt intéressante, c'est qu'on a enfin le retour de Vadik avec une scène qui lui est dédiée où elle fait part de ses états d'âme à son équipage en disant que voilà, donc c'est confirmé que c'est un métamorphe, un changeant, une changeante. Et donc du coup, elle dit que c'est une grosse souffrance en fait d'arborer un peu l'aspect solide et du coup, en disant ça, elle regarde sa cigarette, son cigare. Donc elle s'oblige à fumer, c'est bizarre. Et du coup, il y a des gens qui trouvaient ça bizarre justement qu'elle fume. Mais c'est vrai qu'en se souvenant bien, il y a quand même un métamorphe qui fume aussi dans le film Star Trek 6. Alors que peut-être finalement, les métamorphes, peut-être ils aiment bien ça fumer quand même, je ne sais pas. Justement, il y en a qui interprètent ça comme un indice que c'est peut-être pas une changeling, mais j'ai oublié le nom de l'espèce métamorphe de Star Trek 6. Ouais, moi aussi, c'est pareil, j'ai oublié. Mais par contre, du coup, je me demande pourquoi elle a des cicatrices. C'est ça qui me... Est-ce qu'il y aurait une raison à ça ou pas ? Je me suis posé la question cet après-midi, j'ai essayé de chercher, j'ai rien trouvé pour l'instant. Moi j'ai une théorie là-dessus. C'est donc, pour ceux qui n'ont pas vu DS9, les changelings, enfin les changeants, sont donc l'un des ennemis principaux et il se trouve qu'à un moment on découvre qu'ils ont un virus qui les empêche de se retransformer et c'est un spoiler pour DS9 mais c'est dans cet épisode donc on découvre plus tard qu'en fait c'est un virus qui a été créé par la section 31 et qui a été transmis via mais ils le disent d'ailleurs dans cet épisode de Picard via Odo, ouais.
Ils passent sur le fait qu'ils disent que c'est Starfleet qui les a soignés, enfin c'est Starfleet. Non, ils disent bien que ça vient de chez eux, ils parlent de la section 31, mais ils disent que les plaies et la honte sont des deux côtés en fait. Oui, mais il dit Starfleet, mais Starfleet a donné le remède, la solution, le vaccin, etc. C'est pas vrai parce que c'est Julian à l'opposé de Starfleet qui l'a fait. Mais parce que pour moi, ma théorie, c'est que ce virus en fait, malgré qu'il a été soigné, a quand même laissé des cicatrices chez certains et a changé leur manière d'être, un peu comme le Covid long, si tu veux, ils ont un Covid long mais avec le virus déchangeant. Parce qu'elle dit aux gens autour d'elle, elle dit un truc du genre, elle dit en anglais, ill-defined, unshapen, un truc comme ça. Donc elle dit ils ont pas de forme, mais qu'ils sont mal définis, etc. Ils ont l'air d'être, ça a l'air un peu d'être ils ont l'air d'être imparfaits pour des changeants. Donc moi je pense que en fait ils ont été déformés par le virus. Mais pourtant ça leur a donné une capacité de se métamorphoser en solide bien plus crédible que Odo ne pouvait le faire. Hein. Donc c'est étrange. Ils étaient déjà toujours capables de se transformer mieux que Odo en fait, parce que ce qu'on apprend c'est Enfin, il y a eu un imposteur de Bashir, oui, donc oui. Mais moi, je pense que les cicatrices, le fait qu'ils soient plus solides et le fait qu'ils aient une texture de viande comme ça, c'est sur le fait que le virus a laissé des séquelles, si ce n'est sur tous, en tout cas sur une partie des ça expliquerait sa coupe de cheveux merdique. J'adore toujours le personnage, en tout cas. Est-ce que ça explique qu'elle en fasse des caisses, par contre ? Parce que moi, c'est comme le gros souci que j'ai que ce personnage-là, c'est que quand même... on est vraiment comme dans la caricature du bad guy twirling moustache. Enfin, c'est. Ouais, c'est vrai. Peut-être que dans le prochain épisode, on aura un retournement là-dessus. En tout cas, c'est ce que j'espère. Mais t'as raison, c'est vrai. Moi, c'est le seul point noir que j'ai depuis le début de la saison, c'est quand même elle. Et là, c'est particulièrement sur cette scène-là, en plus qui commence l'épisode. Le seul truc qui est rigolo, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, c'est la seule qui dit Picard sans prononcer le D à la fin, qui le dit à la française. C'est la seule qui sait dire Picard. C'est peut-être parce qu'elle est canadienne, Amanda Plummer, mais voilà. Mais à part ça, je trouve que quand même, on n'est pas franchement dans le registre de la subtilité. Moi, personnellement, j'aime bien ce côté trop, mais je comprends que ça puisse être compliqué pour d'autres. Mais personnellement, moi, j'adore son jeu. Pareil. Je suis assez d'accord avec ça. La scène d'après, donc on a Crusher qui apprend à Picard que Jack donc souffre du même syndrome que lui. Ce rapport à la saison. C'est une grosse surprise du coup. Ouais, c'est vrai. Finalement, c'est plutôt logique. Bon, alors après, effectivement, il a l'air de d'avoir la maladie qui se développe, en tout cas qui s'exprime assez tôt dans sa vie, parce que bon, il a que la vingtaine. Hein. Mais en tout cas, oui, voilà, c'est une vraie conséquence non seulement de la saison 1 de Picard, mais aussi de la fin de la nouvelle génération. Ouais, c'était la condamnation génétique de Picard, forcément, à partir du moment où on aborde sa descendance, la question allait se poser. Après, il le dit, il a vécu des décennies avec, mais ça a l'air un particulier chez Jack, quoi. Oui, parce qu'en fait, on dit quand même la Mystery Box, elle est levée par rapport à ça. Donc oui, Crusher, elle dit que depuis tout petit, il avait des petites crises, etc. Mais bon, elle avait jamais... elle a guéri, elle a soigné ça assez tranquillement, quoi. Mais quand même, on sait que les changeants, ils veulent mettre la main sur Jack, ils disent que c'est un asset. C'est que, voilà, il y a quand même autre chose derrière, quoi. C'est obligé. En effet. Je sais pas si c'est en lien ou juste en lien avec ce qu'on découvre à la fin, mais j'ai une question. Est-ce que la maladie en question dont il, entre guillemets, meurt à la fin de la saison 1, c'est la même maladie dont il parle dans Nemesis ou c'en est une autre? Non, c'est la même, ouais. Mais il en parle pas dans Nemesis, il en parle de... c'est dans All Good Things. Dans Nemesis, dans le film Nemesis, son clone explique que quand il était enfant, il a été diagnostiqué avec une maladie que Picard dit ah oui, je me souviens. Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, j'avais oublié cette scène, ouais, c'est vrai. Et tout un truc, c'est qu'il essaie de récupérer Picard parce qu'il a besoin de Picard pour le soigner du truc. Non, c'est pas la même chose. Non, dans Nemesis, si je me souviens bien, c'est qu'en fait, le processus de clonage, il est pas très bon. Et il est en train de mourir de ça, et il a besoin de récupérer du matériel génétique de Picard, de buter Picard, je sais pas, de faire le vampire, quoi. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il était censé être vieilli. Voilà, c'est ça. Et dire au moment qu'il a eu cette maladie. Non, c'est pas ça, parce que la maladie, en fait, elle rend un peu fou, quoi. C'est une sorte d'Alzheimer, en réalité, comme on le voit à la fin de la série de la nouvelle génération. Et effectivement, c'était censé le tuer à la fin de la saison 1, et ça aurait dû le tuer, sauf que il est devenu un golem positronique. Du coup, c'est dommage, il y a pas comme dit Jack, ils le font pas à sa taille. Ouais, enfin, le Deus Ex Machina, il arrive dans cet épisode. Oui. Il y a un certain docteur qui va revenir un peu, je pense. Tu crois ? Ouais, je pense qu'il a une partie de la personnalité de Sung, Data. Oui, c'est possible, À la fin, ils le disent. C'est pas possible, c'est sûr. Ils le disent. Ils disent qu'il a mis qu'il a un mélange de... Bon, puisqu'on spoil,
Il dit Before, littéralement Lore, qu'il y a un Data mélange et de Soong, Before, Lore et Data, et principalement Data, mais qu'il a un peu des trois autres. Enfin, du coup, ouais, on a cette scène entre Jack et Picard dans le holodeck, qui est un peu le prolongement de ce qu'on avait eu dans l'épisode 4. Moi, je trouve que du coup, leur dynamique, elle prend bien, et que Jack, je trouve ça plutôt crédible, sa réaction. Enfin, pour le moment, moi, tout va bien là-dessus, quoi. Ouais, pareil. Je trouve que on est dans la lignée des discussions tête à tête, cœur ouvert des épisodes précédents. Alors certes, ça donne l'impression de redite un petit peu des fois, mais non, je trouve que c'est... Non, et puis en plus de ça, bien, ça laisse bien comprendre que du temps s'est passé, que ça fait à peu près une semaine qu'ils sont sur le Titan, par exemple. Donc voilà, moi, c'est le genre de petits détails qui m'intéressent, parce qu'effectivement, ça permet de voir que les personnages ils se rapprochent, et ça se fait pas en quelques heures, ça se fait en quelques jours, et ça, du coup, c'est un petit détail qui a son importance, je trouve. Et ce qui est intéressant avec cette scène, c'est que, comme on l'a un peu dit tout à l'heure en intro, cette histoire de filiation, de choses qu'on se transmet, là, il se trouve que c'est une maladie, mais au fur et à mesure de l'épisode, vers plein d'autres choses, il va y avoir des échos pendant tout l'épisode. Thématiquement, c'est intéressant, oui. Donc là, on est un peu moins dans je comprends ce que Manu disait, on est un peu dans la redite des épisodes précédents sur le côté confession à cœur ouvert entre Picard et son fils, mais en fait, là, on va vraiment avoir un payoff par rapport à ça et aux autres personnages. Donc en ça, c'est quand même vachement bien écrit. C'est vrai qu'il y a tout, comme je le disais il y a quelques podcasts, souvent il y a un double usage de la plupart des scènes, ce qui fait que finalement les épisodes sont assez denses et plutôt cohérents les uns avec les autres, et que ça se répond bien, et c'est ce qui fait que ça marche en fait. Et ça va même se répondre avec les vaisseaux. Il y a un montage vraiment qui est vachement bien avec le côté justement de génération, plusieurs générations de vaisseaux et plusieurs générations de personnes. C'est malin, c'est vrai que c'est plutôt malin. Mais en tout cas, il y a quand même une scène qui est quand même... moi, qui m'a fait triper de ouf, c'est les retrouvailles entre Worf et Picard, Crusher et Riker, et puis Seven et Raffi, évidemment, avec des vannes sur le vin, plein de trucs très amusants, et puis même que je trouve que Worf, il garde son côté élément comique Klingon, comme il avait avant, mais l'âge... faisant et sa sagesse acquise fait qu'il a aussi un petit côté Spock dans le décalage, dans les vannes, je trouve, et donc du coup je trouve que le tout se marie plutôt bien. Et aussi cette scène, c'est un peu quelque part la première fois qu'on a une scène où on a un personnage de Voyager, de Deep Space Nine et des personnages de la Next Gen dans la même pièce, quoi. Ça fait plaisir, c'est un détail mais ça fait plaisir. Surtout, on attendait que Worf retrouve les autres depuis le début de la saison. Enfin, il faut attendre l'épisode 6 pour avoir ça. Moi, l'un des trucs qui me rendait triste, c'était le fait de savoir que Beverly avait dû mettre de côté tous ses anciens potes pour pouvoir protéger son fils, parce que encore une fois, moi, ce que j'adore dans les séries et dans Star Trek en particulier, c'est les relations entre les personnages. Donc moi, ça me rendait triste, donc voir Crusher faire des câlins à Worf et plus tard à Geordi, forcément j'étais contente. Surtout en fait, moi, ça me permet d'avoir ce que j'aime dans Worf sans ce que j'aime pas, parce que Worf, il m'énervait très facilement avec son côté un peu radical et réac. Et réel, c'est exactement. Vrai. Il y a un épisode où littéralement il se met du côté presque, on va dire, de l'extrême droite, ou en tout cas des conservateurs. Tu parles de l'épisode sur Risa dans la saison 6 de Deep Space Nine. Oui, voilà, ouais. qui m'avait fait vraiment le détester. Et là, je suis contente que, en fait, ils aient gardé vraiment son bon côté, parce que je pense que ça peut être un bon personnage, mais qui était trop souvent rendu antipathique par son côté un peu trop réac, et donc ça fait du bien de le voir changer un peu. Il a la sagesse de l'âge. Non, et puis les vannes sur le vin, bon, ça continue. Alors moi, je sais pas ce qu'ils ont avec le Bourgogne dans la galaxie du futur, mais sans déconner, je trouve qu'ils abusent un peu, quoi. Oui, et puis surtout, il dit que le vin est acide, mais je sais pas, pour moi, le vin, c'est plutôt amer, donc c'est que, en fait, il a tourné, c'est de la piquette, en fait. Soit c'est de la piquette, soit le vin, il a tourné, quoi, c'est tout. Ça voyage peut-être pas bien dans l'espace. Ouais, c'est ça. Peut-être ça voyage pas bien dans l'espace. Exactement. Oui, parce qu'en fait, le vin, quand tu le trimbales, ça peut jouer sur sa nature, quoi. Et donc, suite à ça, alors moi, je l'ai écrit dans mon conducteur. On a la retrouvaille du coup de Raffi et Seven aussi. Ouais, alors ça, j'ai bien aimé. Bon, c'était très bref, mais j'ai trouvé que ça marchait bien. Et bon. Ouais, je trouve que c'est du coup, on se posait des questions. Il y a eu des conflits de personnages dans les saisons passées. Là, on n'a pas ça, quoi. On a un truc sobre, ça marche bien. Ouais, ça marche ça est nickel, et puis du coup on a envie de les voir un peu plus, quoi. Donc non, c'est nickel, ça prend pas la tête, c'est vachement bien. Exactement. La scène suivante, je l'ai notée en capital sur mon conducteur, c'est enfin une putain de scène réussie de briefing. Je veux dire, pour moi c'est super important, parce que là donc du coup ils font le briefing pour savoir comment est-ce qu'ils vont s'infiltrer dans la station Daystorm pour justement avoir les informations du registre, je sais pas, de savoir
qu'est-ce que les changeants, ils ont bien pu piquer d'autres sur cette station-là pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc c'est important d'y aller. Et la seule façon, c'est d'aller sur la station pour avoir l'information. Donc il faut s'infiltrer dedans et elle est super, c'est une forteresse quoi. Et donc du coup, vraie scène de briefing où chacun a un truc intéressant à dire. Et alors là j'ai marqué, pas comme dans Discovery, où en fait dans Discovery, t'as l'impression que la scène de briefing, chaque personnage attend son tour pour sortir une réplique pour faire comme Star Trek. Comme du Star Trek, mais en fait ce qu'ils disent c'est vain. C'est idiot et ça n'apporte rien, quoi. Là, on a des vrais échanges où les mecs, ils réfléchissent tactique, stratégie, qu'est-ce que ça veut dire, etc., en bonne intelligence. Il n'y en a pas un qui a toute la solution. Enfin, c'est une vraie scène comme on avait dans les Star Trek d'avant, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis c'est vraiment la scène old school avec la table, le petit écran qui est pas flashy, mais t'as l'impression que ils ont repris quasiment le décor de l'Enterprise D, quoi. C'est la première fois, c'est la première saison où on est vraiment sur un vaisseau de Starfleet déjà, donc ça aide à retrouver un peu l'esprit original et du coup oui on retrouve ça et c'est un peu cool. Moi je voulais noter que dans cette scène il y a une réplique, je crois que c'est Seven qui le dit, que dans les infos de Ro il y avait un moyen de contourner les inhibiteurs de transport et que c'est exactement ce qui l'empêchait de partir de son vaisseau avant de mourir, ce qui suggère quand même que peut-être elle est pas morte. Ouais, que les prophètes t'entendent. Et en parlant de Ro, parce que je crois qu'on a déjà passé la scène, mais je crois que c'est quand il arrive, mais Worf dit d'ailleurs qu'il faut pas qu'elle soit morte en vain. Soit morte pour rien, mais il précise bien pour sauver la galaxie et pour Kind, qui veut dire son peuple, mais aussi sa famille ou ses proches. Enfin, du coup, ça sous-entend Bajor en fait. Oui. Et du coup, j'y croyais pas au passage sur DS9, mais plus ça va, plus je me dis pourquoi pas. Surtout que les changing ont bien dû passer par le vortex, obligé. Par le vortex, et donc je me demande s'il n'y a pas une volonté justement de détruire Bajor pour se venger ou je sais pas. Moi ma théorie c'est que Ro elle a clairement dit qu'il fallait pas faire confiance à Starfleet et que du coup elle a peut-être fait confiance à justement ses anciens collègues. Et une certaine colonelle de la milice Bajoran par exemple. Et qu'elle aurait laissé croire au reste de l'équipage qu'elle est morte pour que Starfleet pense qu'elle est morte quoi. Ouais, c'est pas mal. En tout cas, justement, ça me fait penser, avec Clara sur Internet, on avait fait des paris pour savoir quels sont les personnages autres qui étaient annoncés allaient apparaître en guest. Alors, il y a Trek Media qui avait parié, lui, sur Ro la Reine, et donc, du coup, bravo à lui, hein, parce que, du coup, il est tombé pile dessus. Moi, j'avais parié sur Kira. Et toi, t'avais parié sur qui, Clara ? J'adore Kira, hein, mais j'avais parié sur Jadzia, parce que comme Kira est déjà apparue dans Lower Decks, je trouvais que ça faisait beaucoup pour la même actrice. Enfin, j'adore l'actrice et j'adore le personnage, mais j'imaginais bien le retour de Jadzia en mémoire, ou surtout maintenant avec Lee Chun-Jin, par exemple, pour manière de torturer Worf en lui faisant... Intéressant. Donc, moi, je pensais à une projection pour torturer ou des souvenirs, mais enfin pas des souvenirs parce que l'actrice a forcément pris de l'âge, mais plus une projection de s'imaginer. Donc moi, j'imaginais le retour de Jadzia. Il reste encore 4 épisodes, pourquoi pas. L'actrice a plutôt bien vieilli, hein, donc je pense qu'avec un peu de maquillage, ça se. Mais elle avait pas des inimitiés pour Star Trek après son départ. Elle a des inimitiés avec Bergman en fait, parce que elle a, si tu veux, la mère déjà Bergman était apparemment un peu un pervers. Il a des liens un peu un pervers parce que c'était elle le personnage féminin sexy de la série, comme il doit y en avoir dans toutes les séries Star Trek, et il en a un peu profité pour la faire venir dans son bureau pour essayer de, c'est pas des histoires d'attouchement ou de ça, c'était plus des remarques, le fait de sans arrêt faire des remarques sur son tour de poitrine, le fait qu'il faut qu'elle soit plus sexy, ce genre de choses, et surtout son départ en fait, c'est que l'actrice l'héritage de Roddenberry, tout ça. Oui, clairement. Non, mais et puis son départ, en fait, c'est que elle gérait pas le nombre d'heures parce que c'est quand même énorme le nombre d'heures qu'ils avaient de travail à l'époque, et donc elle a demandé à être mis en guest et du coup à faire moins d'épisodes, et ils lui ont dit non, soit tu restes dans tous les épisodes, soit t'es viré. Du coup ils l'ont viré. Donc ça s'est mal passé avec Bergman, mais de ce que j'ai cru comprendre, elle est pas en froid spécialement avec... Elle est super pote avec Nana Visitor, par exemple, qui joue Kira. Elle est super pote avec les membres du casting. Elle est tout le temps dans les conventions, en plus. Oui, voilà, donc je pense que maintenant, c'est derrière ça. Elle est mariée avec le fils de Leonard Nimoy. Oui, c'est vrai, exact, oui. Il s'appelle Adam Nimoy, c'est ça, non ? Et puis,
C'était, comment s'appelle l'actrice qui jouait dans la première saison de Star Trek, la série originale, qui s'était fait virer, qui s'était fait... Dennis Crosby. Bon, je vais pas aller dans les détails, qui a eu vraiment une très très mauvaise expérience sur la série originale et qui était quand même revenue pour le dernier film. Ah, sur la série originale, ah oui. Et, celle qui fait Janice Rand. Voilà, Janice Rand. Grassley Qui était Whitney. revenue à la fois sur le dernier film de la série originale. Non, elle a fait plusieurs films. On la voit dans The Motion Picture, on la voit dans Star Trek 3 et on la voit dans le 6. Tout ça pour dire, je crois que l'actrice Terry Farrell qui joue Jadzia, elle a pas forcément eu une très bonne expérience avec Bergman, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit en froid avec la franchise en particulier, donc clairement pas. C'est pour ça que je la vois bien revenir. Oui, c'est crédible. C'est crédible. Bon, moi, je pense quand même que Kira, ça serait quand même stylé. Il y a quelqu'un qui parlait du fait des économies sur les décors et tout. Moi, je lui dis, j'espère qu'ils ont économisé justement pour refaire un bout de décor de Deep Space Nine. Putain, ça serait tellement mon kiff de revoir un bout de station avec Kira et peut-être d'autres. Pourquoi pas de Julian Bashir, ça serait génial de le revoir. Enfin bref. C'était moi qui avais parlé des économies de décor, parce qu'on est tout le temps sur le Titan dans la saison, quoi. En tout cas, je suis bien content qu'on soit plus sur la planète Mantalas, parce que j'en avais marre, sérieusement. Si on avait nommé une planète de Star Trek, après c'était à moi d'écrire une série. Ouais, vivement la planète Guigui. Je te prie de croire que je le utiliserai encore et encore. Je comprends. Mais dans les personnages pas annoncés, il y en a quand même un, ça serait super bizarre qu'il y soit pas vu ce qui se passe dans la saison, c'est Wesley. Il faudrait comme que Wesley rencontre son demi-frère. Ça paraîtrait quand même étrange. Je suis pas impatient de cette scène, mais je pense que ça pourrait faire un très bon roman de l'univers étendu. Oh. Est-ce que du coup ça pourrait pas être pour ça qu'il peut pas annoncer le prochain invité, le prochain guest? Parce qu'il s'agirait de lui-même. Ah oui. Parce que c'est lui-même, ouais. Ah bah oui. J'ai même pas pensé à ça, tu vois. Pour ceux qui sont perdus dans le podcast, on parle de The Ready Room, l'émission qui complète un peu la série, qui est tenue justement présentée par Will Wheaton. Will Wheaton. Et en fait, où il interviewe du coup les acteurs du casting pour dire comment a été l'épisode d'aujourd'hui. Enfin, ouais. En gros, ce qu'on fait nous, mais nous on le fait sans acteurs, quoi. Et sans Will Wheaton. Voilà, c'est pas la même chose, c'est pas le même budget. Nous on a Gigi Wheaton. Ok, super. Donc, finalement, Worf, Riker et Raffi vont entrer en infiltration. Donc, on a enfin finalement notre épisode d'infiltration de la saison, donc là, sur la station Daystorm. Et donc, du coup, comme ils se sont fait quand même repérer le Titan, ils sont obligés de se casser et de les abandonner là. Et donc, du coup, Picard, lui, il a une idée. Il veut aller voir la Forge qui tient le super musée de Starfleet pour pouvoir ensuite avoir un moyen de redevenir un peu indétectable, en fait. Et puis, ça se passe pas comme il l'avait prévu, en fait. Bah non, parce que Geordi, il est un peu protecteur avec ses filles et du coup, il voudrait pas trop qu'elles se retrouvent mêlées dans les affaires de Picard parce qu'il connaît le bonhomme. En résumé, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Alors, j'ai vu des gens qui disaient il exagère quand même. Il y a la galaxie qui est en jeu et lui, il pense qu'à protéger ses fils, c'est quand même. Il y a un sens des priorités qui est un peu chelou, quoi. Il l'explique littéralement que c'est ça. Enfin que. Oui, c'est ça. Mais en fait, il a pas complètement tort dans le sens où Picard tout seul il a déjà sauvé la galaxie plusieurs fois, donc pourquoi pas cette fois-là encore en plus, quoi. Il dit Starfleet va bien s'en occuper, sauf que ses filles, enfin surtout Sydney, donc qui est la timonière du Titan, elle a dit mais c'est moi Starfleet, donc c'est à moi de le faire. Et du coup je trouve que c'est intéressant que ce soit elle qui le fasse changer d'avis, quoi. C'est génial. On est vraiment dans la nouvelle génération sur cet épisode avec les deux filles de Geordi et Jack. Et presque Seven, j'ai envie de dire, parce qu'elle est quasiment une nouvelle génération. Elle n'a pas encore trouvé sa place post-Voyager. Et ça donne vraiment cette vibe de la New Generation qu'ils annonçaient au premier épisode. Je suis pas trop sûre parce que, en fait, je trouve que l'argument de Geordi qui veut protéger ses filles est tout à fait valide comme réaction. Ce que je trouve en fait mal fait, c'est que dans le dialogue, c'est que quand il parle avec Picard, on a l'impression que Picard lui demande son aide pour un truc très personnel, quoi. Alors que là, en fait, on est en train de nous dire quand même que Starfleet a été complètement noyauté par les changelins et qui sont, enfin, il y a un côté où de toute façon, qu'elles veulent ou pas, elles sont en danger, quoi. Et c'est juste dans le dialogue, on a vraiment l'impression que Geordi dit à Picard, t'es en train de faire tes petites affaires, mais pas ma fille en lien avec ça. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que je pense que. Mais il est dans le déni, tout simplement. Hein. Ouais. Mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant, en fait, de se dire que cette personne qui a passé sa vie à mettre sa vie en danger le jour où il a des filles, enfin, le jour où il a des enfants, tout d'un coup, ça veut dire quelque chose d'autre. Je trouve que, en fait, pour moi, c'est pas absurde du tout parce que, bon, j'ai pas d'enfants, mais
Je sais que tous les gens que je connais qui ont eu des enfants m'ont dit du jour au lendemain, j'ai un ami qui m'a dit il y a pas longtemps ça, et je crois que ma sœur m'a dit à peu près la même chose, ma sœur qui vient d'avoir un enfant, que le jour où ils ont eu Tu un peux enfant, pas comprendre. en fait, c'est le jour où ils se sont rendus compte qu'un jour ils allaient mourir, tu vois, et qu'en même temps, il y avait la vie prenait un autre sens. Donc ça ne m'étonne pas du tout, en fait, de voir ce personnage qui veut pas mettre ses filles en danger. C'est juste que je trouve que c'est mal fait, parce que dans le dialogue, en fait, quand il dit à Picard qui veut pas mettre sa fille en danger, on a l'impression que les enjeux sont beaucoup plus bas qu'ils ne sont en réalité, en fait. Et je trouve que ça pourrait juste être mieux écrit. Ouais, c'est vrai. Par exemple, c'est vrai. vouloir protéger ses filles. Mais là, en fait, il dit à Picard juste pour toi-même, quoi. Et là, je trouve ça un peu... Enfin, parce que clairement, c'est pas la faute de Picard, et il y a quand même un enjeu qui est que tu le veuilles ou pas, l'échange là, enfin, c'est pas. Tu peux pas négocier avec, ouais, c'est clair. Ouais. Parce que oui, en fait, tout Starfleet, lui, il se dit bon, bah voilà, ma fille, elle reste avec moi, et puis Starfleet va s'en occuper, Picard, il va s'en occuper, c'est bon, il gère. Ouais, enfin bon, quand même, si tu l'aides pas, il va rien gérer du tout, hein, donc. Là où ça montre aussi la manière dont Geordi voit sa fille, je pense, c'est qu'il la voit encore comme une enfant, et il se dit, de toute façon, qu'elle parte avec Picard ou pas, ça va rien changer, parce qu'elle, finalement, c'est juste une petite enseigne au bas de l'échelle, alors qu'en fait, pas du tout. Il la voit pas comme quelqu'un qui pourra faire la différence au sein de l'équipage. C'est aussi ça qu'elle lui explique, sa fille, quand elle parle avec elle, c'est que, certes, c'est aussi sa famille, l'équipage, etc., il devrait comprendre ça, patati patata, mais toi, notamment, la scène qu'il y a plus tard, quand elle lui dit, tu sais, quand je faisais exprès de cracher mon speeder, c'était pour te voir ensuite le réparer et apprendre à tes côtés. C'est qu'en fait, il a pas encore réalisé que c'était quelqu'un, c'est une officier comme il l'était lui il y a 30 ans au sein de l'Enterprise D, qui va permettre de porter sa pierre à l'édifice et possiblement de changer la galaxie. Et donc l'enlever de l'équipage, c'est aussi enlever une partie de l'aide dont Picard a besoin. Et c'est aussi ça que Geordi réalise au fur et à mesure de l'épisode, c'est que c'est plus une gamine, quoi. Il y a un autre aspect pour moi que la relation à ses filles dans l'épisode. Dans sa relation avec Picard, il y a aussi un petit côté, lui maintenant il a un commandement, il est responsable du musée, et Picard lui demande de mettre ça en péril. Et sachant que lui il a été dans l'équipage de Picard pendant longtemps à voir Picard demander ce genre de choses à d'autres gens. Et là c'est à lui qu'il demande, et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de petite trahison personnelle aussi qu'il ressent. Ouais, en tout cas c'est vrai qu'il n'a pas la même relation avec Picard qu'il avait à l'époque, parce qu'il était subordonné. Maintenant ils sont pas égaux mais pas loin. Et donc du coup il lui dit non mais franchement j'ai pas envie. Quand Jack et j'ai oublié le nom de la fille de Geordi. Sydney. Quand il vole le cloaking device et que Geordi croit que c'est Picard qui a fait ça, il le prend plutôt mal là à ce moment-là. Il le sent comme une vraie trahison, quoi. Mais du coup, ça rejoint aussi ce que disait Romain, c'est-à-dire que à ce moment-là, Geordi n'imagine pas que sa fille est capable de faire la différence. Et là, à ce moment-là, il va le remarquer du coup. Et ça, c'est plutôt malin. Et il y a le petit côté aussi touche pas à ma fille qui est assez drôle. Avec Jack, on reste loin de ma fille, toi. Qui peut se passer un petit truc entre Jack et Sydney. Et on va beaucoup parler de Easter eggs, mais il y a une sorte d'Easter eggs qui est un peu rigolo. Est-ce que vous avez remarqué qui jouait l'autre fille de Geordi ? C'est la vraie fille de Levar Burton qui joue Alandra. Qui joue pas aussi bien que l'actrice qui joue Sydney d'ailleurs. On est d'accord. Je pense que c'est pour ça qu'ils lui ont donné le plus petit rôle. Ouais. Elle a 0 réplique, enfin je veux dire, c'est plus un caméo. 2 répliques en tout. Mais bon, ça va. Mais elle s'en sort quand même. Je trouve ça mignon. Ça va. Je trouve, on a vu pire. Oui, ça m'a pas spécialement choqué. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, donc du coup, ça c'est. Et puis après, c'est sympa de le voir après installer le truc d'invisibilité des Klingons sur le vaisseau. Donc il aide sa fille, elle met. Donc ouais, c'est bon, c'est check, c'est fait. Mais du coup, avant ça, effectivement, la scène où Seven et Jack discutent de tous les vaisseaux, qu'ils énumèrent un peu tous les vaisseaux. Alors, hyper bien. C'est déjà. Alors moi, l'Enterprise A de Kirk, oui, effectivement, c'est aussi un de mes préférés. Le Voyager avec le dialogue de Seven. Ah, ça fait plaisir, ouais, c'est clair. Parce que là, ça nous montre justement ce que ressent Seven, qu'elle a pas trouvé de nouvelle famille en fait depuis qu'elle a quitté le Voyager. Et alors moi, ça m'appelle à une suite. Désolé, ah oui, non, mais c'est clair. Désolé, ça m'appelle à une suite. Mais moi, j'ai signé une pétition, je crois, pour demander ça. 2 choses sur cette scène, c'est que ils ont mis 3 notes des génériques pour chacun des vaisseaux, enfin des génériques de leur série correspondante pour chacun des vaisseaux, et bon tu sais, tout de suite, ça envoie l'émotion, quoi. Quand tu vois ça commence avec le Defiant, ils te mettent 2-3 notes de DS9, puis l'Enterprise de Kirk et le Voyager, et franchement,
Je sais que c'est facile, mais j'en ai rien à faire. Moi, moi ça marche sur moi, je suis une grosse cliente. Mais oui, non, en fait, cette histoire de Seven qui n'a pas retrouvé de famille, ça me donne un peu la même chose qu'avec Beverly qui a dû se séparer de tous ses amis de l'Enterprise. Ça me détruit un peu émotionnellement de me dire que, surtout, j'adore sa relation avec Janeway et elle fait référence plusieurs fois à Janeway, mais du coup, je sais pas. Moi, je veux ce caméo, je suis désolé, je veux ce caméo. Ah, mais je pense qu'ils vont pas le faire à cause de Prodigy, c'est sûr. Ouais, c'est ce que j'ai Tant que la série Prodigy est pas terminée, je pense pas qu'ils peuvent utiliser cette carte-là. Cela dit, il y a un truc qui pourrait... Il y a une réplique dans l'épisode précédent qui pourrait soit être une explication de pourquoi on va pas la voir, soit une préparation au fait qu'elle arrive. C'est justement qu'à un moment on nous dit que Ro a essayé de contacter Janeway et que en gros les gens qui s'occupent de son staff et tout sont complètement pris par les changelins et qu'elle est pas joignable, quoi. Et du coup, je me suis demandé si c'était une manière d'expliquer pourquoi on ne verrait pas Janeway. Pour moi, c'est ça. Avec des enjeux aussi grands. Pour moi, c'est ça. Ou si c'était potentiellement pour la voir revenir pour un petit caméo. Je pense que c'est une manière d'expliquer qu'elle soit pas là, mais ça pourrait aussi être un retour. C'est vrai, ouais, mais non, ça, j'y crois pas une seconde. À cause de Prodigy, je pense qu'ils peuvent pas, comment dire, un peu. Enfin, tu vois, ça serait un peu gâché Prodigy quelque part si on revoyait Janeway à ce moment-là, quoi. Voilà. Bah, ils peuvent faire un truc à la Nemesis, hein. Je veux dire, ils ont pas besoin de lui donner, ils ont pas besoin de lui dire d'autres choses, on n'a pas besoin de savoir. Mais c'est pas pareil, Nemesis. Nemesis, elle avait fini sa série, elle avait plus rien devant, enfin, il y avait rien à gâcher, tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait déjà qu'elle a envie. Donc, si elle arrive ne serait-ce qu'à la fin avec un vaisseau et qu'on la voit à travers l'écran en train de dire Picard, je suis là pour t'aider, et que tu vois son vaisseau tiré, t'as pas besoin. Je sais pas, moi, ce que je veux, moi, c'est Deep Space Nine, c'est pas Voyager, donc c'est pour ça. Moi, je crois pas au retour de Kira, mais c'est le personnage que je veux voir le plus parce que c'est mon personnage préféré de tout Star Trek, mais j'y crois pas trop. Mais ah ouais, moi j'y crois de plus en plus. À qui ? À Kira. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un petit caméo de Janeway justement. Ok. Je sais pas. Pourquoi pas ? Ça se fait sans avoir trop à expliquer de trucs. Surtout que par rapport à Prodigy, à un moment, il y a un dialogue qui fait référence un peu à la deuxième partie de la saison 1 de Prodigy. Je sais pas si vous l'avez remarqué, quand ils expliquent que ils peuvent pas justement se cacher n'importe où parce que tous les vaisseaux maintenant sont reliés. Ce que Picard découvre, et c'est clairement un truc qui est utilisé dans la deuxième partie de la saison 1 de Prodigy, cette espèce de réseau entre tous les vaisseaux. Pour ceux qui n'ont pas vu Prodigy, en gros, il y aurait une histoire de virus qui pourrait se transmettre à tous les vaisseaux de Starfleet parce qu'ils sont tous reliés entre eux. Donc tu sens quand même que malgré tout, au détour d'un dialogue, ils assument le fait que Prodigy fait effectivement partie de la franchise de la continuité, ce qui est clairement le cas, sûr. Mais là, ils l'assument totalement. Donc est-ce que ça... Toi, ton truc de base qui est de dire on peut pas avoir Janeway parce qu'il y a Prodigy qui ça complique les choses, bah non, ils ont l'air d'intégrer tout ça, donc moi je pense qu'en effet, même si c'est une petite scène... Ça gâcherait un petit peu l'impression émotionnelle que tu pourrais avoir de Prodigy si tu la revoyais maintenant, mais bon, ça c'est juste moi, je pense pas, moi. Non, mais tu sais qu'elle a envie de toute façon, à part ça... Exactement. À partir du moment où tu sais qu'elle a envie... en tout cas, à propos de caméo, puisqu'on parle de caméo, revenons un petit peu sur la station Daystrom, parce que donc on a Worf, Riker, Raffi qui se promènent, et ils vont tomber sur Moriarty, qui n'est pas vraiment Moriarty. Alors ça, je vous avoue que... T'es un peu passé vite. C'est encore comme la dernière fois, t'accélères Guigui exprès parce qu'il est 21h50. C'est de notre faute aussi, parce qu'on n'arrête pas de renvoyer. T'es quand même passé sur la fin de cette scène après le Voyager, où on découvre, parce que moi je m'étais fait spoiler le titre VF, du coup je m'attendais pas du tout à ça, mais que le titre de l'épisode, il vient du putain HMS Bounty de Star Trek 4, quoi. Eh oui, parce qu'il était nommé comme ça par Dr. McCoy. Celui qui est... et je crois que c'est Jack qui dit celui avec les baleines. Ouais, bonne vanne. Voilà, c'est tout. C'était juste pour mentionner ça. C'est vrai. Bon, alors du coup, je reprends. Alors, à propos de caméo, donc... donc, on revient sur la station Daystrom avec Worf, Riker et Raffi qui sont en infiltration et donc qui vont tomber sur professeur Moriarty, qui n'est pas le professeur Moriarty. Alors, est-ce que vous avez trouvé ça un peu facile comme truc et qu'ils auraient peut-être pas dû le griller dans la bande-annonce, ou ça va ? Moi, j'ai trouvé ça bien, mais qu'ils auraient pas dû le griller dans la bande-annonce. Tout ce qu'on a vu dans la bande-annonce, c'est quasiment ce qu'il y a dans l'épisode, en fait. Bah, c'est un peu une arnaque. Parce que moi, du coup, je m'étais imaginé que c'était le vrai hologramme Moriarty qui était embauché par Starfleet pour gérer le truc, et je me suis dit, oh putain, le mec, il a trouvé un super boulot. Je trouvais ça intéressant, tu vois. Et en fait, non, pas du tout. C'est juste une projection du nouvel androïde, Data/Lore/Before/Song, qui projetait Moriarty parce qu'il avait reconnu Riker. Et d'ailleurs, du coup... Mais je trouve ça assez malin, au final, de nous avoir leurré avec Moriarty
pour que Moriarty soit un indice sur Data. C'est ça. Je trouve que c'est Oui, génial. on savait qu'il allait revenir. Enfin, ouais, non, ça aurait pu être l'or potentiellement. Ah mais non, mais On moi savait que Data revienne, alors parce que là effectivement, et donc c'est pas le vrai Data parce que c'est encore une copie. Hein, donc je rappelle que dans la saison 1 de Picard, c'était le Data qu'on voit, c'était aussi une copie. Donc le vrai Data est quand même mort dans Nemesis, quoi. Donc on peut dire que c'est un clone. Mais là c'est un clone qui est mixé quand même avec Lore, donc son jumeau diabolique, avec Before, le prototype qui avait été retrouvé dans le film Nemesis, et donc visiblement une partie de la personnalité de son créateur, le fils Song, quoi. Donc c'est quand même une nouvelle créature un peu quelque part, même si elle est un peu morcelée, elle a des côtés de Data, quoi. Et donc du coup, faire rejaillir les souvenirs, parce que du coup, cette créature-là, c'est la première fois qu'elle voit Riker arriver, et du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle évoque le premier souvenir qu'a eu Data de sa rencontre avec Riker. Et je trouve ça génial, quoi. Ça, c'est beaucoup mieux que Moriarty, parce qu'en plus, le montage avec les extraits de Rendez-vous à Fairpoint, donc le pilote de NextG, marche vachement bien. On revoit le Riker pas barbu, par contre, ça fait mal. et tout jeune et tout mince. J'étais étonnée du fait qu'ils réutilisent des images de séries anciennes parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment Ils l'ont jamais fait, à part, dans Discovery, ils l'ont fait avec l'épisode où Spock va sur Romulan. C'était pas exactement pareil. Mais c'était pas pareil et c'était à travers une projection, ce qui fait que ça leur a évité d'avoir juste à mettre la scène et tout. Mais du coup, j'étais assez étonnée qu'ils mettent directement la scène comme ça, mais non, je trouvais ça aussi... Un truc un peu la Cobra Kai, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même une sacrée surprise de faire revenir Data alors qu'il est mort 2 fois. Hein. Mais j'avoue que l'explication, la façon dont c'est mis me convainc plutôt. Il y a juste quand même que je trouve un peu chelou, c'est que le professeur Song, après avoir donné son golem, parce qu'il devait se soigner lui-même d'une maladie, quoi, après avoir donné son golem à Picard, qu'il en ait pas refait un autre, mais plutôt qu'il ait créé une nouvelle créature, en fait. Pour moi, l'explication qu'il explique, c'est que justement, il voulait allonger sa vie et qu'il s'est rendu compte que l'important, c'était pas d'allonger ta vie, mais c'était... Ouais, mais bon, je trouve que ces motivations, elles sont vachement fluctuantes d'une année sur l'autre. Oui. Quoi. C'est ça que je trouve chelou, tu vois. Ça, c'est le problème des scénaristes. Mais là, le nouveau Data, c'est aussi un espèce de golem, parce que c'est pas, ils le disent d'ailleurs à la fin, c'est une espèce de créature, c'est pas totalement un androïde, il est un peu... Non. Il est un peu comme le dit, Picard, hein. C'est pour ça qu'il a la peau un peu rose. C'est ce qui évite le de-aging, ce qui était pas mal. Et c'est facile et ça justifie tout, donc... Non mais attends, il y a juste quand même un truc qui m'a fait hurler de rire, c'est que Crusher, elle dit à Picard, « Oh, il est un peu comme toi !» Et juste après, du coup, il a ses yeux qui projettent une image. Non, je crois pas que Picard a cette option-là. Peut-être qu'il le sait pas, peut-être qu'il va découvrir ses pouvoirs au fur et à mesure. Peut-être qu'il va dire, tiens, moi aussi, je peux faire ça, cool. Mais dans l'idée, oui, il est un peu comme lui. Ouais. Mais moi, ça me fait d'autant plus regretter. Alors, très content, parce que comme je dis, c'est facile et ça marche. Donc, à la rigueur, je suis preneur, quoi. De pas se prendre la tête pour des trucs qui servent à rien. Mais je trouve que ça rend d'autant plus dommage la saison 1 de Picard et la fin, parce qu'ils auraient pu ne pas faire mourir Data comme ça une deuxième fois. Et que là, cette saison, et c'est ce qui me perturbe encore qu'il reste que 4 épisodes, là, on aurait pu avoir la conclusion de Data qui a un nouveau corps humain, enfin quasiment humain, quoi. C'est une conclusion parfaite pour Data, et la possibilité de sauver Jack. C'est avec le nouveau Data qu'on a, on a les connaissances pour le faire, si on veut, je pense. Donc, je comprends d'autant moins ce qu'ils ont fait en saison 1. Ouais, mais bon, ça, c'est sûr qu'avec le recul et rétroactivement, ils pouvaient pas le savoir. Mais en tout cas, c'est vrai que, comme on disait, là, on raccroche vraiment les wagons avec la saison 1. Et du coup, parce que, souvenez-vous, ce qu'on disait à la fin de la saison 1 dans les podcasts, on disait, oui, dans la saison 2, c'est sûr, le corps positronique de Picard sera un enjeu, un élément important de l'intrigue. Et puis, on était super dégoûtés en saison 2 de voir que c'était pas le cas. Et là, du coup, que finalement, Matala se saisisse de ce truc qui aurait dû servir et qui n'a pas servi, voilà, quoi. Je trouve que c'est pas un truc vraiment paresseux. Je trouve que c'est un truc plutôt couillu, quoi, d'avoir fait ça. Après, faut voir qu'est-ce que ça va donner, mais en tout cas, l'intention me semble bonne de donner une cohérence à l'ensemble de la série. Alors que là, toi, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu disais, en faisant le lien avec Moffat, il a probablement réfléchi à son histoire pendant 20 ans, à l'histoire qu'il voulait raconter. En fait, ça pas du tout. Enfin, le côté, le corps de Picard, ça lui est un peu tombé... D'accord, oui, bien sûr, mais je parlais d'éléments, bien sûr, et là... Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il a su mélanger les deux. Il y a à la fois son côté fantasme de fan et le côté, ok, la franchise, aujourd'hui, elle en est là, faut aussi que j'utilise ça. Exactement, c'est en ça qu'il est très fort, je pense. Ouais, et ça, franchement, pour moi, c'est pas du tout une démarche de paresseux, quoi. C'est de quelqu'un qui essaye d'assumer et qui essaye de faire en sorte de rattraper la série pour qu'elle soit pas inutile.
C'est ce que dans le milieu on m'appelle une anti-J.J. Abrams. Bien joué. Mais d'ailleurs, moi, ça me fait craindre un truc, mais je sais pas ce que vous en pensez. C'est cette espèce de volonté de mettre du baume sur toutes les plaies de Star Trek, parce qu'il y en a un paquet. Et je me demande si on va pas raccrocher des trucs avec Nemesis aussi, le coup. En fait, dans l'intérêt du corps de Picard, je me demande s'il ne veut pas l'utiliser pour, je sais pas, refoutre en l'air un truc avec les Romuliens et déclencher une guerre pour que les solides ils se détruisent eux-mêmes, tu vois, une connerie comme ça. Pour moi, la seule importance du corps de Picard, c'est presque dans Nemesis, quoi, qu'on en a donné une importance. Mais à part ça, je vois pas ce qu'ils veulent faire avec. Si c'est pour rentrer quelque part, s'il y a besoin d'un scan rétinien ou un truc comme ça, une empreinte digitale, hop, ils peuvent rentrer dans Star Trek. Ouais, mais bon, je sais pas trop. Parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas dit, c'est que effectivement la chose vraiment importante qui a été volée chez Daystrom, c'est le corps de Picard qui a été récupéré, le vrai corps humain qui a été récupéré en fin de saison 1. Alors qu'il y a le corps de Kirk quand même, qui traîne aussi là-bas. Il y a aussi le corps de Kirk visiblement. Mais en tout cas, voilà, c'est une sacrée surprise. Moi, je le voyais, je l'ai pas du tout vu venir, quoi. Un truc pareil, c'est quand même sacrément surprenant parce que comme toutes les théories qu'on a pu faire, enfin une bonne partie des théories qu'on a pu faire depuis le début, finalement on sait pas où on va et moi je trouve que c'est plutôt grisant en fait. Moi je trouve ça fainéant un peu comme ce que nous disait Marie-Paul en off parce qu'elle participe à ce podcast dans le fait de tout ramener à Picard encore, mais après c'est sa série donc pourquoi pas. Après je trouve ça malin au final quand même parce que justement c'est un truc qui raccroche des wagons, qui est assez simple et qui peut expliquer beaucoup de choses derrière. Donc je trouve ça assez pertinent de faire ça, de rapporter les choses au protagoniste, enfin à celui qui a donné le nom à sa série, quoi. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'ils essaient quand même, ils ont chopé le corps de Picard et ils essaient de récupérer son fils. Du coup, je pense qu'il y a un lien entre les deux. Je vois absolument pas quel est le lien, mais il y a clairement un lien entre le fait qu'ils aient le corps de Picard et qu'ils veuillent récupérer Jack. Et d'ailleurs, quand même, je veux bien dire, le syndrome, ok, mais quand même, le fait que Jack ait les yeux rouges, l'épisode précédent, je suis pas sûr que ça vienne du syndrome, hein. Mais c'est parce qu'il se frotte les yeux. C'est une vision après. Mais oui, moi je crois que j'en ai parlé en épisode 3, enfin au deuxième podcast que j'ai fait sur la saison. Il y a aussi la possibilité qu'ils essayent d'accéder à Locutus et du coup au réseau Borg d'une certaine façon pour, autre que les Romuliens, foutre le bordel dans la galaxie, hein. C'est pas impossible. Je me suis posé la question parce que le fait que les vaisseaux se parlaient, la manière dont ils disent ça m'a beaucoup fait penser aux Borg qui étaient aussi en réseau. Effectivement. Et pour ce que tu disais sur Nemesis, il y a quand même énormément de choses qui, moi, m'ont rappelé Nemesis, ne serait-ce que justement quand il y a Moriarty, et en fait, on entend des notes de musique et Riker comprend que c'est la musique qu'essayait de siffler Data, et il explique à Worf que c'était une musique qu'il a entendue un ami siffler, et il explique que c'est un ami qui rêvait de corbeau, qui rêvait de se battre contre Moriarty en étant et qui savait pas siffler, et qui sait pas siffler. Or, le fait qu'il sache pas siffler, c'est ce que Riker justement dit à la fin de Nemesis, quand il lève un verre en l'hommage de Data. Il y a Picard qui dit quelque chose, et ensuite il y a Riker, et Riker, ce qu'il raconte, c'est justement exactement cette scène. Il explique la première fois que j'ai vu Data, il était dans le holodeck, dans une fois dans le holodeck en train d'essayer de siffler, et il était incapable de siffler. Du coup, ça m'a quand même énormément fait penser à Picard, et c'est pour ça que je posais la question sur cette maladie, à Nemesis. Parce que si tu fais la maladie de Picard, qui est celle auquel fait référence son clone dans Nemesis, cette scène en question et cette référence au fait qu'il s'est pas siffler, etc. Je trouve que ça fait quand même beaucoup de choses qui sont en lien avec Nemesis, donc c'est... Enfin non, parce que dans Nemesis, c'est Nemesis qui fait des références à la nouvelle génération. Pour moi, là, on fait des références à la nouvelle génération, hein, tout simplement. Ça pourrait aussi vouloir dire que d'une certaine façon, ça se trouve, Data, il est conscient du discours de Riker, et comme c'est le discours sur le moment où il est mort pour Riker, c'est une façon de lui rappeler directement qui il est, quoi. Par contre, il y a un truc qu'on n'a pas dit, vu que tu parlais du corps de Picard, je pense que du coup on peut parler du fait qu'ils ont ramené Data sur le vaisseau. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir le regard de Geordi qui voit Data, parce que un truc qu'on oublie, qui est complètement oublié dans les films, mais c'est que la personne la plus proche de Data, c'est pas Picard dans la série, c'est Geordi. Vraiment, Geordi et Picard, c'est un couple amical, hein. Mais Geordi, c'est son pote, quoi. C'est son vrai pote, quoi. C'est eux qui discutent. Enfin, quand il y en a un qui doit discuter, c'est souvent avec l'autre qui discute. Ils sont ensemble. Ils ont beaucoup philosophé, c'est sûr. L'histoire de Moriarty, ça vient justement de Geordi et Data qui s'amusent sur le holodeck. Il y a plein de trucs comme ça. Et justement, dans Nemesis, quand Data meurt,
à aucun moment on voit Jordi dire quoi que ce soit. Il y a Picard et Riker qui disent des trucs, mais et du coup je sais pas, moi ça m'a vraiment touché de voir Jordi qui voit son pote revenir, quoi. Parce que je trouve qu'il avait été un peu oublié je suis d'accord, moi c'est un truc que j'attendais. Du coup je l'avais dit, je pensais pas que Data allait revenir. Moi je me disais, c'est quand même dommage que Jordi ne rencontre pas Soji, la fille de Data. Pour moi ça semblait important, quoi. Et là effectivement cette scène-là, elle est vraiment, que ce soit Brent Spiner ou LeVar Burton, je trouve qu'ils ont vraiment bien fait passer l'émotion. Ça marche du feu de Dieu, quoi. Alors, donc du coup pour terminer, il y a un cliffhanger, autre que le corps de Picard, c'est que Riker, dans l'infiltration, il se fait capturer. C'est Vadik qui le récupère, qui le met donc sur son vaisseau, et en fait, parce qu'en fait elle dit au début de l'épisode, on va essayer... Qu'elle veut trouver tous les proches de Picard. Voilà, c'est ça, et donc bien sûr ils ont kidnappé Deanna Troi, et qui donc se retrouve avec son mari, son cher mari Riker. Mais est-ce que c'est vraiment elle ? Attends, elle est sur un vaisseau qui est rempli de changelings. Oui, c'est possible. Je pense qu'il va, en fait, il va se poser la question. Je me suis posé la question, et je me suis dit Riker il serait direct. Oui, c'est ça le truc, c'est qu'ils le sont direct, et en plus de ça... Mais ça on le saura dans l'épisode suivant, là on n'a pas eu le temps, peut-être qu'au début de l'épisode suivant il va faire Riker, attendez, vous me prenez pour des cons, c'est pas ma meuf. Ça se trouve, il va essayer de lui envoyer des Inzadi par la pensée, et elle va pas répondre, il va comprendre tout de suite que c'est pas elle. Mais peut-être. Pour moi, c'est clair que c'est elle, parce que du coup, justement, l'épisode 7 permettra, par le truchement de Deanna, en savoir plus sur Vadik, qui a l'air d'être quand même un peu plus compliqué qu'il n'y paraît par rapport à sa mission et à ses pairs. Je suis assez d'accord avec toi. Donc du coup, le fait d'avoir Troi à bord, ça va être vraiment parfait pour ça, quoi. Et de plus, pragmatiquement, ça serait perdre un épisode que ça soit pas elle. Par rapport à 4 épisodes qui restent pour la fin de saison. Complètement d'accord. Ça serait perdre un épisode. C'est une manière plutôt efficace de ramener le personnage dans l'intrigue et de la faire participer pleinement. Alors, c'est un trope qui est un peu classique, un peu déjà vu, mais je trouve que là, ça marche très bien. Mais du coup, moi, j'ai une autre question. C'est, est-ce qu'ils ont aussi leur fille ? Et 2, quand elle dit « je veux voir tous ses proches », etc., moi, ça me laisse sous-entendre que potentiellement, ils ont récupéré Laris ou d'autres personnes. Ou c'est en cours de route. Par exemple, je pense pas qu'on le voit, parce que ça a pas l'air d'être le truc de Matalas, mais par exemple, comment il s'appelle, le Romulan, Elnor. le frère-sœur. Elnor. Ce serait pas mal, de revoir Elnor aussi. Oui. Parce que donc je parle beaucoup, tous les samedis matins, ou les dimanches, je parle de Picard avec ma mère au téléphone, et je sais que elle, c'est un personnage qui lui manque beaucoup des saisons 1 et 2. Et ça serait, je pense que ça m'étonne, la manière dont elle lui fait revenir ses proches, je pense que ça m'étonnerait pas qu'ils aient récupéré d'autres personnes, parce qu'elle a pas dit « trouvez-moi une personne qui l'aime bien » quoi. Elle a dit « retrouvez-moi toutes les personnes avec qui potentiellement il pourrait trouver du réconfort même. Il faut ramener Vache alors. Quoi ? Ils vont ramener Vache. Il peut y avoir du monde, ils peuvent ramener qui veulent à peu près, mais... ils ont pas que ça à faire, je pense que c'est quand même pas si facile. Je sais pas si Vache c'est vraiment la personne à qui il irait pour en cas de problème, quoi. Je suis pas sûre qu'elle soit super c'est vrai, super utile. On est d'accord. Je viens d'avoir une vision par rapport à ce que je disais tout à l'heure, si ils veulent le corps de Picard pour essayer d'accéder aux Borg. Les Borg, on a Picard, on a Seven, on a Shaw. Ils ramènent Janeway et Sisko derrière, moi je vous dis. Oh putain, allez. Ah putain, oui. Grosse question, parce que pour le coup, comment il s'appelle Avery Brooks Avery Brooks, il a pas l'air d'être super intéressé dans la franchise. Et du coup, ça m'étonnerait qu'il le ramène, mais s'il ramenait Sisko à la fin, je crois que j'en pleurais, quoi. Et franchement, s'ils sortent les Borg et qu'ils sortent pas de Janeway, je serais déçu. Parce que l'arc Borg de Voyager, il est quand même important. Non mais Janeway c'est complètement possible. En effet, Avery Brooks, je pense qu'il a pas envie, je crois qu'il est pas en état de toute façon. Mais ouais, Janeway, moi j'y crois complètement. Il y en a, on sait qu'ils reviendront pas. Robert Beltran, on sait qu'il a refusé d'être dans la saison 2. Oui, mais là, attends, il a refusé dans la saison 2 de Picard pour une raison particulière. Mais il est dans Prodigy, non ? Oui, il est dans Prodigy, tout à fait. Il est bien dans Prodigy, il est assez présent. Mais c'était pour pas avoir un rôle de méchant. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'était dans un univers alternatif. Mais oui. Donc, non, mais c'est un acteur qui c'est comme The Rock qui veut pas faire le méchant, c'est pareil, tu vois, c'est complètement con, quoi. Je veux dire, t'es un acteur ou t'es pas un acteur ? Du coup, il a plus de carrière, le mec. Bon, c'est pas grave. Oui, non, mais c'est pour ça que c'est d'autant plus con, quoi. Parce qu'en fait, l'idée c'était de faire, vous vous souvenez, au début de la saison 2 de Picard, le mari de la méchante Seven. Voilà, elle avait un mari qui était méchant, là ça aurait été de chaque côté. C'était logique, intéressant, et le mec il ne voulait même pas jouer une version méchante de son personnage pour un épisode. Je fais ok, tant pis pour toi, mais nous ça aurait été sympa en tout cas.
Mais je crois aussi que, comment il s'appelle, Robert Beltran, c'est aussi un acteur qui est plutôt dans la, enfin, remarque, tu me diras, c'est le cas de Patrick Stewart, mais c'est un acteur shakespearien, il donne des cours de théâtre et tout, donc je crois que Star Trek, c'est pas non plus trop sa came, quoi. Il a le melon un peu. Non, ce que j'ai l'impression, c'est que pour lui, Star Trek, c'était un job, et que le truc qu'il aime vraiment faire, c'est plutôt des trucs Shakespeare et tout, que ça a jamais été trop... c'est sûr que Prodigy, ça demande moins de boulot, donc forcément, c'est moins contraignant. Il a pas besoin de se faire mettre un tatouage sur la tête. Pendant tout le moment où on parlait là, je me suis dit, mais est-ce que les gens qui n'ont pas vu Deep Space Nine ou la nouvelle génération, ils comprennent tout ce qu'on dit? Je me pose vraiment la question parce que là, on est allé très loin dans le fanservice aussi. Là, on a passé un cap, je pense, dans la série. C'est dur de s'accrocher, je pense, si t'as pas le bagage émotionnel et narratif. Alors du coup, autre question qui est un peu parallèle, donc c'est la question que je pose au début, et c'est à votre avis, est-ce qu'autant de fanservice dans un épisode, est-ce que ça sert la série? Bah là, c'était un musée, c'était l'occasion en vrai, ça marche. C'est vrai. Si c'est sur un épisode comme ça, ok, ça aurait été toute la saison, ça aurait été saoulant, mais voilà. Ils ont même sorti les tribunes. Oui, putain, cette scène, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que moi j'ai ri de bon cœur, mais vraiment, j'ai ri au moins 3 fois dans l'épisode. Alors la troisième fois, j'ai oublié c'était quoi, mais les 2 premières c'était Worf et le tribule, ça j'étais plié, et il y a Riker qui sort toujours ses blagues, mais surtout la scène, je trouvais la mieux de tout l'épisode, c'est le capitaine Shaw qui se prosterne devant la forge avec Picard qui le regarde derrière genre mais what the fuck quoi, ok, moi tu me traites comme de la merde et la forge c'est un dieu, ok d'accord. Génial. Mais oui, mais tu vois son allégeance. Je trouve à la fois très drôle et très justifié aussi parce que le mec est un ingénieur et que la forge... oui, mais du coup c'est la scène en reste... Du coup le personnage de Shaw en devient que plus touchant et la scène est drôle parce que t'as Picard, tu vois dans son regard, il se dit putain mais merde quoi. Je suis d'accord, j'ai beaucoup ri là-dessus. Du caviar. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est le fait qu'à un moment, dans la première scène avec Vadik, quand il y a un des changelins qui critique Vadik, il y a un autre qui le bute, qui tire dessus, je pense pas que ce soit anodin oui. Parce que c'est quelque chose qui est quand même répété plein de fois dans DS9, c'est que les changelins détestent les solides parce que fut un temps, ils ont été persécutés par eux, et un truc dont ils sont très fiers, c'est de dire vous les solides, vous nous entretuez entre vous, nous les changelins ne nous entretuons jamais. Et je pense pas que Matalas, c'est quelque chose qui est tellement important dans le lore de DS9 que je pense pas que ce soit anodin. Oui, c'est vrai. Et il y en a 3 qui se font buter dans cet épisode par leur race. Et puis il y a ça et le fait que Vadik dise que il y aura du silence à nouveau, l'unité à nouveau, la paix à nouveau. Du coup, je me demande s'ils n'ont pas des problèmes justement avec le fait de retourner dans le grand lien. Enfin, encore une fois, ça va avec ma théorie du virus qui les aurait fait muter et qui les aurait enlevé une partie de leur capacité. Je vois pas en quoi tuer tout le monde, ça les guérirait en fait. Donc, je pense que c'est plutôt une matière métaphorique, quoi. Je sais pas, mais après, ça va un peu dans ce que je disais au début, c'est que si c'est juste pour montrer que c'est des grands méchants et qu'ils s'entretuent entre eux, je trouve ça décevant parce que justement, je pense que Star Trek n'a pas besoin de ça. Et qu'au contraire, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant dans les changements, c'est que c'est quand même un peuple génocidaire, mais qui naît du fait qu'eux-mêmes ont subi, si c'était un génocide, en tout cas des persécutions énormes, et que ça raconte plein de choses intéressantes, et le fait qu'ils enlèvent ce côté, en fait, ils ont un sens de l'ordre et de la justice qui est pas forcément qui est pas forcément justifié, mais qui est en tout cas très fort pour eux, et du coup, je trouve ça dommage si c'est juste pour dire, ah, regarde, ils sont très méchants, ils s'entretuent entre eux, parce que c'est un peu cliché comme manière d'écrire. On est d'accord. Et toi, Romain, du coup, la semaine prochaine, tu vas enfin découvrir donc un nouvel épisode. C'est ça, et puis en plus je vais pas le découvrir en même temps que vous parce que je peux pas le voir le jour où ça sort, donc je vais être obligé de naviguer entre les spoilers sur les réseaux sociaux, donc je pense que ça va être assez compliqué. Mais oui, moi je suis très très excité à l'idée de voir la suite parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce début de saison jusqu'à présent, donc non, je suis vraiment très intrigué à l'idée de savoir ce qu'ils vont nous sortir, donc j'ai hâte. Ok, et du coup on va faire un petit point promo ou reco, ça dépend si vous avez un truc autre que Star Trek à recommander. Du coup Manu, toi quoi de neuf? Écoute, depuis le dernier enregistrement on a ressorti un Tales from the Sewer où on parle du film je crois qu'on t'en a parlé récemment juste avant qu'il sorte, donc le film Tortue Ninja, le destin des Tortues Ninja sur Netflix, et on en enregistrera la semaine prochaine sur le tome 10 des Tortues Ninja de iComics, donc ça a repris. J'espère qu'on va pouvoir reprendre Stargate bientôt avec Clara, et puis MCU ça revient bientôt aussi. Ok, c'est cool, bonne nouvelle. Et toi Romain?
je peux vous annoncer que ce dimanche dans le JDD, ça sera mon interview avec Brian Cox pour la 4e saison de Succession. J'ai eu le plaisir de parler avec ce monsieur et surtout j'ai eu le plaisir non seulement de parler de Succession mais également d'un téléfilm complètement obscur que moi j'adore qui s'appelle The Year of the Sex Olympics, qui est un téléfilm de 1968 écrit par Nigel Neal. Nigel Neal, c'est le monsieur qui a créé Quatermass. Vraiment tous les fans de science-fiction connaissent Quatermass. Et ce téléfilm-là, The Year of the Sex Olympics, c'est tout simplement l'anticipation de la télé-réalité. C'est un truc qui se passe dans le futur avec un producteur de télé qui joue en jeu par Brian Cox qui se dit pour créer le nouvel opium du peuple, on va mettre une famille à vivre sur une île déserte qu'on va filmer 24 heures sur 24. Et puis comme c'est chiant, au bout de quelques jours, il introduit un tueur en série sur l'île. Voilà, c'est un truc absolument génial qui date de 68 et t'as l'impression que ça pourrait arriver en vrai aujourd'hui, quoi. Ok, super, c'est bien noté. Et toi, Clara ? En ce moment, je regarde la saison 3 de Ted Lasso, donc, comme j'ai besoin de douceur, quand je regarde pas Ted Lasso ou Star Trek, je me refais The Good Place. Voilà. Pour que je me remette à Star Trek, du coup, me dit Manu. Ok, ça marche. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Alors n'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci de mettre 5 petites jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez, et que vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, Facebook et sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Alors je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité. Salut, à bientôt, salut. Program complete.